13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, conduit une délégation de députés à Bruxelles, au Parlement européen. Au menu de cette mission, plusieurs rencontres de haut niveau au sein de l'institution européenne, séance de travail avec des députés européens et une audience avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. On en parle dans cette édition. Deuxième titre de ce journal, la CAN de football 2023 qui se tient en Côte d'Ivoire. Depuis le 13 janvier dernier, les huitièmes de finale débutent demain samedi avec les rencontres Nigeria-Cameroun, Angola-Namibie dimanche avec les rencontres Égypte-République démocratique du Congo, Guinée équatoriale et Guinée. Et puis conflit israélo-palestinien, la ville de Khan Younes au sud et la bande de Gaza est toujours bombardée sans relâche par l'armée israélienne. L'armée israélienne qui considère que c'est là que se cache la direction locale du Hamas. La Cour internationale de justice doit rendre ce vendredi sa décision sur des mesures urgentes pour protéger les Palestiniens de Gaza. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. L'hospitalité célébrée sous toutes ses couleurs ici en Côte d'Ivoire et cela pendant un mois à la faveur de la grande fête du foot africain qui se tient ici en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre. Ce journal avec cette mission de travail qu'effectue le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, au Parlement européen à Bruxelles, en Belgique. Il a eu plusieurs rencontres de haut niveau au siège de l'institution européenne. À son agenda, des séances de travail avec des députés européens. Il a été reçu en audience par Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen depuis Bruxelles, Ulrika Dongo, Michel Digré. C'est une délégation de députés issus du RHDP, du PDCI, RDA et du PPAC, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, qui effectue cette visite de travail au Parlement européen à Bruxelles. La porte d'entrée de cette mission est la rencontre avec Otmar Karas, premier vice-président du Parlement européen. C'est un plaisir pour moi de rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et sa délégation. Je pense que nous devons renforcer notre coopération car les enjeux sur la table sont les mêmes en Europe qu'en Afrique. Ce sont des problématiques et nous devons ensemble les comprendre pour mieux coopérer. L'Afrique est un grand partenaire de l'Union européenne. L'Afrique est notre voisin naturel et je suis fier de rencontrer des représentants de ce continent au Parlement européen. Ensemble, nous sommes convenus de ce que la coopération doit porter sur des secteurs ciblés. La gestion du dérèglement climatique. Et nous avons pris par exemple la production du cacao. Alors que la Côte d'Ivoire produit 2 millions de tonnes de cacao, il serait bon qu'en même temps une politique de reboisement soit donc engagée. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une convention en ce moment avec la Côte d'Ivoire. La gestion de l'immigration. La seule façon de juguler l'immigration, c'est de contenir nos jeunes. Et comme l'immigration est aujourd'hui une grande préoccupation pour l'Union européenne, nous sommes convenus de ce qu'une rencontre pourrait avoir lieu entre donc nos parlements, une fois par an, Parlement africain, parce que les problèmes sont similaires, mais de façon spécifique, la Côte d'Ivoire souhaiterait donc une fois par an avoir donc des échanges avec le Parlement européen à l'effet donc de cibler les préoccupations qui pourraient donc aider à résoudre donc nos problèmes. Au cours des échanges qu'il a eus avec la directrice en charge des parlements nationaux et quelques députés européens, Adama Bictogo est revenu sur la nécessité de faire évoluer le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Parlement européen. La Côte d'Ivoire croit au partenariat parce que nonobstant ces différentes crises que traverse le monde aujourd'hui, on n'a pas le droit de se replier sur nous-mêmes. Au contraire, je crois que nous sommes condamnés à une conjugaison de nos efforts, à une communauté de destin. Et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique. C'est pour cela que nous croyons à un partenariat. Mais ce partenariat doit prendre en compte les préoccupations de nos populations. Au terme de cette journée de travail, Adama Bictogo a été reçu par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Une audience au cours de laquelle plusieurs sujets
ont été évoqués. Il s'agit en outre des performances économiques de la Côte d'Ivoire, l'insertion professionnelle des jeunes, l'autonomisation des femmes et leur représentativité dans les assemblées élues. Ici en Côte d'Ivoire, au ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, de la modernisation, Anne-Désirée Ouloto, donne les grandes directives pour 2024 aux responsables des unités administratives. Ils ont reçu leur feuille de route et ont été exhortés à poursuivre les réformes engagées en 2023 par son département ministériel. Les précisions de Grace Kando. Les 24 unités administratives du ministère d'État, ministère de la fonction publique, reçoivent leurs lettres de mission et feuilles de route au titre de l'année 2024. Ces différents documents fixent les axes prioritaires de cette nouvelle année. 22 projets d'investissement, dont 8 à réaliser, devraient être exécutés à 100%. Rien n'altérera notre détermination et notre persévérance dans l'accomplissement de nos missions respectives. Pour y parvenir avec succès, nous construirons notre résilience grâce à la mobilisation et à l'implication active de nos équipes, mais aussi et surtout grâce à une gestion assise sur des pratiques vertueuses. Pour 2024, les défis qui attendent ces gestionnaires des services opérationnels du ministère d'État, ministère de la fonction publique sont nombreux. Parmi ces défis, la gestion de notre capital humain, la formation et la performance des fonctionnaires et agents de l'État, la transformation structurelle de notre service public et l'utilisation des outils de la créativité et de l'innovation dans la prise en compte des besoins et attentes des usagers clients. Des défis certes, mais pour la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, il faut consolider les acquis enregistrés en 2023. Nous devons poursuivre les réformes, améliorer la gouvernance en matière de gestion des ressources humaines civiles de l'État, lutter contre la corruption, veiller à la bonne qualité du service public et à la satisfaction de l'usager client, veiller à la bonne exécution du plan national de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Le nouveau statut général de la fonction publique, dès la mi-2024, sera officiellement présenté pour être vulgarisé auprès de toutes les parties prenantes. Au titre des mesures nouvelles du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, l'accent sera mis en 2024 sur le renforcement de l'action civique et citoyenne par l'institution d'une cérémonie de salut aux couleurs une fois par mois. Un reportage signé Grace Kando et cette bonne nouvelle pour le secteur énergétique en Côte d'Ivoire, cette signature de convention qui a intervenu entre le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et Ferke Solar, filiale du groupe PFO, signature de convention qui engage la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 52 MW à Sokora, non loin de la ville de Ferke-Sédougou. On en sait plus avec Lancide Bakayoko. Cette centrale solaire photovoltaïque coûtera 40 milliards de francs CFA. Elle sera entièrement financée par la société Ferke Solar dans un cadre de partenariat public-privé. On a développé ce projet depuis début 2022 et on a pu finaliser début décembre 2023. On a comme calendrier de livrer cette centrale au 3e trimestre 2025. L'ouvrage sera réalisé sur une superficie de 70 hectares, un site sécurisé par un décret de déclaration publique et dont la mise à disposition aux promoteurs par la conclusion d'un bail amphithéotique est en cours avec un ensoleillement important. Une centrale solaire photovoltaïque raccordée au réseau électrique offre des avantages tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des coûts abordables de production d'électricité si on n'ajoute pas des batteries de stockage. Ce projet contribuera à la création de 150 emplois directs pendant la phase de construction et générera 15 emplois directs permanents en phase d'exploitation. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly annonce d'autres signatures de contrats pour la réalisation d'autres centrales solaires détenues pour la plupart par des nationaux d'une capacité cumulée d'environ 600 MW
dont les mises en service se situeront entre 2025 et 2026. C'est un plan qui met l'accent sur l'intégration plus accrue des énergies renouvelables dans le mix énergétique, afin notamment de respecter nos engagements, à savoir inverser quasiment la tendance actuelle, que nous avons 70% d'énergie conventionnelle contre 30% d'énergie renouvelable. D'une capacité actuelle de 2907 MW, la production énergétique en Côte d'Ivoire est projetée à 3500 MW en 2025 et à 5200 MW en 2030. Et dans les colonnes de l'actualité, il y a aussi le Centre national de documentation juridique qui a procédé mercredi dernier à la présentation d'une bibliothèque numérique. C'était au cours d'une journée porte ouverte tenue au sein de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Olivier Kra, Abou Sanogo. Bientôt une bibliothèque numérique juridique pour la présidence de l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'initiative est portée par le Centre national de documentation juridique en partenariat avec l'Agence de coopération internationale allemande pour la promotion des productions juridiques. Le Centre national de documentation juridique est la mémoire du droit ivoirien. C'est-à-dire aujourd'hui, tous documents à caractère juridique que vous recherchez, principalement, vous allez trouver ça au CNDJ. Cette nouvelle approche technologique s'annonce comme une opportunité qui viendra profiter aux apprenants du domaine selon les partisans du droit. On nous parle d'une bibliothèque numérique. On connaissait que les bibliothèques physiques, c'était compliqué pour des personnes qui sont hors d'Abidjan d'avoir accès à des documents d'une telle envergure. Pour nous, en année de mémoire, nous aurons besoin d'une panoplie de documents. Vraiment, c'est merveilleux et ça me fait plaisir. L'initiative est très belle, elle est louable, parce que nous pensons qu'il n'y a pas d'université, il n'y a pas donc de faculté sans une bibliothèque. Et donc la bibliothèque doit être déjà nourrie. La bibliothèque numérique du Conseil national de documentation juridique est une application accessible à tous. Cette nouvelle réalisation comporte toutes les documentations disponibles à partir des bases de données. Les auditeurs de la deuxième promotion du centre de formation à l'artisanat minier entament leur formation dans le département de Tengrela. L'objectif est de renforcer les capacités des jeunes orpailleurs afin de lutter contre l'orpaillage clandestin dans la région de la Bagoué. Jean-Marc Tchadji. Bientôt le début des cours pour la deuxième promotion des élèves du centre de formation à l'artisanat minier CEFAM dans le département de Tengrela. Les jeunes de la localité de Papara pourront maîtriser le métier de l'orpaillage et se défaire du phénomène de l'orpaillage clandestin. Il y aura la formation civique. Ensuite, on va faire la législation minière, parce que c'est la porte de toute activité minière. Comme vous le savez, le CEFAM, le centre lui-même, a été construit l'année dernière. Une première cohorte a été formée de 30 impétrants, et puis désormais donc, on a une nouvelle cohorte qui est là. Ce centre, c'est l'espoir de voir l'orpaillage légal prospérer et surtout profiter aux populations locales. Une session notamment a été ajoutée autour de l'entrepreneuriat pour s'assurer que les élèves puissent intégrer en fait le secteur socio-professionnel. Ce centre est l'initiative du projet Secorsi, financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA par l'Union européenne et exécuté par l'ONG suisse Cogenta. Le ministère de l'économie et du plan et du développement en collaboration avec les partenaires au développement, notamment l'Union européenne, Expertise France, ont procédé récemment à la mise en œuvre de ce projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle. Ce projet vise de rendre efficaces les instances de contrôle externes et internes pour une grande transparence et redevabilité dans la gestion des finances publiques. Frédéric Oulaï, Abou Sanogo. L'Union européenne, sur les ressources de son programme de bonne gouvernance et de développement, s'est engagée à soutenir les efforts du gouvernement ivoirien à travers le renforcement des capacités des institutions de contrôle externe et interne en vue d'une plus grande efficacité de la gestion des finances publiques. Durant ces 3 années de mise en œuvre, le projet a contribué significativement au renforcement des capacités institutionnelles, à la promotion de la transparence, de la responsabilité et à l'amélioration de la coordination entre différentes institutions, puisqu'il améliore l'efficacité, la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques et permet, in fine, de lutter contre la corruption.
Ce projet, d'un montant de 1,18 milliard de francs CFA, mis en œuvre par le cabinet Expertise France à travers un pogoda, articulé autour de l'opérationnalisation des instances de contrôle internes et externes dans le cadre de l'exécution budgétaire, ainsi que le dispositif de lutte contre la corruption. Le projet dont la clôture nous réunit cet après-midi vise à améliorer le contrôle interne et externe ainsi que l'audit interne dans les procédures d'exécution du budget. Ce projet est donc en ligne avec la mise en œuvre de la réforme des finances publiques ivoiriennes. Cette action a pour objectif d'étendre à un plus grand nombre de structures le cadre formel de collaboration avec les 10 ministères en vue de renforcer la promotion des intérêts économiques de la Côte d'Ivoire à l'extérieur ainsi que des entreprises privées. Regardons à présent cette télé-réalité dénommée Parlons élevage, diffusée sur les antennes de RTI 1 et qui met en compétition des jeunes dans le domaine de l'élevage. L'émission vise à développer leur intérêt pour le secteur des ressources animales. La saison 1 de cette télé-réalité a été projetée au Sofitel Hôtel Ivoire. L'initiative est à mettre à l'actif de la société NSI en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques et la RTI. Jean-Marc Djadji, Khalil Diomandé. Les 11 premiers épisodes de la saison 1 de la télé-réalité baptisée « Parlons élevage » présentés au public. Durant 6 mois, 12 candidats ont été mis à rude épreuve dans des challenges liés au domaine de l'élevage. Le but de cette émission, coproduite par la société NSI, le ministère des Ressources animales et halieutiques en partenariat avec la RTI, est d'accroître l'intérêt des jeunes pour le secteur des ressources animales. Nous avons déjà un avantage, notre population est jeune. Mais cette jeunesse-là, il faut l'amener à comprendre l'élevage. Cette émission a été initiée pour montrer tous les pans de l'élevage, l'intérêt qu'il y a à faire de l'élevage et la rentabilité de l'élevage. Chaque année, la Côte d'Ivoire dépense près de 500 milliards de francs CFA dans l'importation des denrées animales, selon le ministère de tutelle. Les initiateurs de l'émission Parlons élevage veulent contribuer à changer la donne via la télé-réalité. Nous avons de l'espace, nous avons la terre. Notre écosystème est favorable à toutes les qualités d'élevage qu'il faut. C'est parce que nous ne faisons pas la promotion de l'élevage qu'aujourd'hui nous importons. Une émission de télé-réalité sur le monde de l'élevage, je vous assure que c'est bien même pour les contenus de notre chaîne, qui est la chaîne nationale, la RTI. Et forcément, s'il y a une deuxième édition, je suis sûr et certain que toute la RTI va accompagner cet élan. Sur les 12 candidats de la saison 1 de Parlons élevage, seulement 2 ont été retenus pour la grande finale. Les participants témoignent tout de même de l'impact positif de l'émission. Je ressors de cette émission la tête haute. Ça a été une nouvelle expérience. J'ai rencontré des éleveurs autant passionnés que moi. Ça a été un moment de formation où on nous a appris énormément de choses. Je ne savais pas qu'on élevait les abeilles, je ne vais pas vous mentir, que j'ai appris. L'élevage de poissons que j'ai découvert également avec beaucoup d'attention. Et vraiment, je pense que ça, c'est beaucoup de choses que j'ai appris. C'est la diversité de l'élevage. Et surtout, je reste focalisée sur l'objectif qui est donc d'être la championne de l'élevage en Côte d'Ivoire. La grande finale de la saison 1 de l'émission Parlons élevage sera diffusée le 9 mars 2024 à 20h50 sur les antennes de RTI 1. Le vainqueur sera gratifié d'une ferme animalière toute équipée. Et l'initiative qui va suivre ne relève pas d'une télé-réalité, elle rend compte d'une action menée sur le terrain. Il s'agit de la lutte contre toute forme de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. On en parle dans ce journal avec ce vaste mouvement de sensibilisation initié à Korogo depuis plusieurs mois. Sensibilisation qui a mobilisé autorités administratives et administrées à travers villes et hameaux. Franck Quadio. Des journées nationales et internationales dédiées à la gente féminine. Les ODEF, Organisation de défense des femmes et des filles, et le réseau du projet FENA Femmes en avant se donnent la main dans l'action à travers l'initiative Tous Unis, portant la thématique Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. 1826 cas d'agression physique, 182 cas de mariage forcé, 1380 cas de violences psychologiques et j'en passe. Des violences qui bloquent et empêchent les filles de donner le meilleur d'elles-mêmes à l'école et dans la vie tout entière. Nous tenons juste à dire que nous, ODDF de Côte d'Ivoire,
acteurs et actrices de mise en œuvre du projet Femmes en avant en Côte d'Ivoire. Disons haut et fort, non aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans la ville de Korogo. Dans la région du Poro, plusieurs activités de sensibilisation de masse, sans oublier la formation dans les lycées et la sous-préfecture de Kombolodougou et Zanaka. Le sous-préfet de Kombolodougou, Yachar, juge pertinente l'initiative de ces activistes contre toute forme de violence à l'égard de ces couches sociales fragiles, basées sur le genre. Par la présence de sécurité routière, Madame, Monsieur, si vous avez pour habitude d'emprunter les voies menant au périmètre des travaux de l'échangeur du rond-point Aquaba dans la commune de Port-Bouët, vous avez certainement été conduit à suivre le nouveau plan de circulation initié dans le cadre de ces travaux, des déviations auxquelles vous n'êtes pas forcément habitué. Face à cette situation, l'Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains initie des séances de sensibilisation à la sécurité routière. Serge Colléa. Le grand carrefour Aquaba, dans la commune de Port-Bouët, constitue un des centres névralgiques du district d'Abidjan. Avec les travaux de l'échangeur, la circulation y est régulièrement difficile, avec des embouteillages et engorgements, aux conséquences parfois dommageables, à l'une des portes d'entrée de la Côte d'Ivoire, en passant par l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. En cette période de Coupe d'Afrique des Nations, un plan de circulation a été établi pour faciliter l'accès à ce axe stratégique. L'Interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains, ONG dirigée par Josiane Koudou, a mené la sensibilisation avec les responsables du site. Objectif : permettre aux travailleurs de continuer leurs activités sur le chantier tout en favorisant une circulation aisée pour les usagers de la route. Avec les automobilistes, là, nous avons mobilisé une équipe de 5 rollers qui vont non seulement distribuer les dépliants qui expliquent en long et en large comment se déplacer sur ce carrefour, et nous allons aussi les sensibiliser parce qu'on appelle une sensibilisation itinérante. L'initiative vise aussi à réduire les risques d'accidents. Nous invitons vraiment les usagers à respecter les panneaux, parce qu'on a vraiment intensifié au niveau des panneaux. Mais comme c'est une nouvelle circulation, les gens ne sont pas vraiment habitués, donc il faut les sensibiliser. La CAN, c'est vraiment un événement important. Il faut vraiment laisser une bonne image. Cette campagne est la 6e du genre, organisée par l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains, en vue d'exhorter les ouvriers à des comportements responsables. Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, ce reportage de Serge Colléa, commenté pour vous par Sephora Zegui. Les eaux et forêts cèdent la forêt classée de Tailly au ministère de l'Environnement. Elle devient désormais réserve naturelle suite à la volonté du gouvernement qui, depuis septembre 2023, dans le cadre de sa nouvelle politique forestière, veut accentuer la dimension sécuritaire de certaines aires protégées en valorisant leur statut. La SODEFOR passe donc la main à l'OIPR et les ministres Laurent Tchagba et Assaoré Jacques Conan ont effectivement effectué une passation de charge. Notre reporter Franck Quadio a assisté à cette passation de charge. Ce reportage. Voici la forêt classée de Cavally dans l'Ouest ivoirien. Depuis le 13 septembre 2023, érigée en réserve naturelle, cette passation de charge symbolise le changement de main. Dévolu au ministère des Eaux et Forêts à travers la SODEFOR, c'est désormais le ministère de l'Environnement qui pilote cet outil écologique à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Il a plu au président de la République au moment où nous voyons que la forêt du Cavally a repris ses lettres de noblesse. Il était bon de pouvoir mettre en place, de le passer en réserve pour que la surveillance soit accrue et que nous reprenons toutes les dispositions pour ne pas risquer de voir les populations s'infiltrer à nouveau. Le ministre Laurent Tchagba transmet donc 9 dossiers à son homologue de l'environnement, mais surtout une réserve naturelle dépouillée de toute activité anthropique et qui a aussi nécessité l'intervention du secteur privé. Assaoré Konanjak entend pérenniser les efforts entrepris. Le reboisement qui se faisait, c'est les populations qui faisaient les pépinières et ces pépinières servaient à reboiser pour pouvoir retrouver le couvert forestier. La mise en œuvre de ce programme a concerné un réseau de 14 aires protégées, dont 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles. Cette réserve d'une superficie de 67 593 hectares est sujette à diverses activités anthropiques. Pour faire face à ces pressions, l'OIPR, à travers sa direction de la zone sud-ouest, prévoit déployer sa stratégie de gestion
pour la restauration de ces écosystèmes forestiers. Rappelons que l'État ivoirien a valorisé le statut de plusieurs forêts classées dont le taux de dégradation oscillait entre 90 et 95%. La forêt de Cavalier en 2018 a perdu 42% de son couvert et plusieurs espèces menacées d'extinction. Et à suivre à présent quelques échos de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cannes 2023, les 8e de finale débutent demain samedi avec les rencontres suivantes. À Nigeria, à Cameroun, Angola, Namibie et le dimanche avec les rencontres Égypte, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale face à la Guinée. La Côte d'Ivoire, elle, croisera le fer avec le Sénégal le lundi. Et pour justement rester dans le ton de cette Coupe d'Afrique des Nations, eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que cette Coupe d'Afrique des Nations ne célèbre pas seulement le foot. Elle est également l'occasion pour les pays de renforcer leur coopération tous azimuts. À présent, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Cannes 2023, le ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports était aux côtés de l'équipe nationale de football de son pays, logée à Korogo. Profitant de son séjour, Kamel de Guiche a eu une rencontre avec le ministre-gouverneur du district des Savanes, sujet abordé, des stages pour les jeunes et bien d'autres. Konaté Moussa. Il est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la Cannes 2023. Le ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports s'est entretenu avec le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets de collaboration, notamment des actions en faveur des jeunes. On a parlé de la possibilité de partenariat entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, par rapport à la jeunesse, par rapport au sport, et on fera de sorte que le sport soit le levier d'un partenariat durable entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Le ministre tunisien s'est surtout félicité de la parfaite organisation de la compétition sportive africaine en terre ivoirienne. Je voudrais féliciter le gouvernement ivoirien pour le chaleureux accueil, pas uniquement pour ma propre personne, mais aussi par rapport à l'équipe tunisienne. Pour rappel, la Tunisie, pays participant à la Cannes 2023, était logée à Korogo, la capitale du Pourou. Voilà, la Cannes, c'est chez nous et depuis son ouverture, la RTI a déployé de grands moyens, notamment le déploiement de ses reporters sur le terrain. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un de nos journalistes de la rédaction, Blé Boris Odilon. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Guy. Alors avec vous, nous allons parler justement de votre regard de reporter sur cette actualité qu'est la Cannes depuis son ouverture. Vous avez pu assister de près, on va dire, à la cérémonie d'ouverture. Quel a été votre premier sentiment après justement cette cérémonie d'ouverture ? Je crois que la Côte d'Ivoire a mis les pieds dans le plat à travers cette cérémonie d'ouverture-là qui annonçait déjà la beauté, la grandeur de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors vous qui étiez, on va dire, dans les encablures du stade, vous avez pu voir les réactions et les émotions des supporters juste après, des supporters de deux camps, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, juste après donc cette cérémonie d'ouverture. Quel a été leur sentiment ? Bon. La Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale, c'était le 3e match de poule, voilà, où on a perdu 4-0. Donc la cérémonie d'ouverture, c'était contre la Guinée-Bissau. Effectivement. Donc les Ivoiriens étaient contents. Puisqu'on a gagné notre premier match, c'était une belle manière d'entrer dans la compétition, une victoire 2-0. Mais après, les résultats n'ont pas forcément suivi. Dieu merci, nous sommes qualifiés pour les 8e de finale. Et bon, on attend ce que ça va donner. Et vous qui êtes également très actif sur le net concernant justement la réaction des équipes qui participent à cette compétition, quel est votre regard justement de la participation de chacune de ces équipes concernant les matchs qui se sont déroulés ? Déjà, c'est la Cannes avec la meilleure moyenne de buts par match. On est à 2,5 buts par match, 89 buts marqués en phase de poule. Donc ça prouve que le football africain est en train d'aller crescendo. Les terrains qui ont été construits ou rénovés par la Côte d'Ivoire permettent une meilleure qualité de jeu, du beau jeu, ce qui permet aux joueurs internationaux qui viennent représenter leur pays de s'exprimer comme ils le veulent. Et l'apport de la VAR aussi qui permet d'avoir un arbitrage correct. Donc lorsqu'on met les deux ensemble, c'est normal que cette fête-là soit réussie, sans oublier l'affluence dans les stades. Moi, j'ai eu l'occasion de faire Ebimpe, le stade Félix Houphouët-Boigny, j'ai fait Korogo, le stade Amadou Gon Coulibaly, j'ai fait Yamoussoukro, le stade Charles Konan Banny. Je peux vous dire que partout, c'était une ferveur, c'était la ferveur. Les Ivoiriens, les Africains en général, ont
participent vraiment à la réussite de cette fête. Alors cette ferveur, comment est-ce qu'on pourrait la décrire? Si c'est un échange, c'est un partage d'expériences entre supporters, c'est des supporters étrangers qui se retrouvent ici en famille. Vous qui avez vu ces choses en direct, décrivez-nous un peu ce que vous avez vu pour parler justement de cette ferveur. C'est un peu de tout. Quand vous prenez les Camerounais qui aiment la Côte d'Ivoire, ils sont venus nombreux. À Yamoussoukro, malgré la défaite face au Sénégal, ils ont fait la fête avec les Ivoiriens. Quand vous prenez le Mali et le Burkina, ces pays ont de fortes communautés ici en Côte d'Ivoire. Donc, les gens ne sont pas forcément venus nombreux de ces pays, mais la communauté qui est déjà présente s'est fait représenter dans les différents stades, le Nigeria et tout. Quand vous voyez par exemple le 12e Gayendé du Sénégal, les supporters sénégalais dans les tribunes, vous ne pouvez qu'avoir des frissons parce qu'ils viennent supporter leur équipe partout. Et ils apportent ce supplément d'âme-là à l'équipe du Sénégal. Donc, d'un point de vue général, je crois que les supporters jouent leur partition, venus, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou bien qu'ils soient venus de l'étranger, ils jouent leur partition, sans oublier les Ivoiriens de la diaspora. Ils sont venus pour participer à cette CAN. On note également qu'à la faveur de cette CAN, plusieurs villages CAN ont été érigés à travers les grandes villes du pays qui reçoivent notamment ces rencontres, comme dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, qui accueillent également un nombre maximum de visiteurs. Quelle est la ferveur? Comment est-ce qu'on se prépare quand on est supporter, justement, avant de se rendre dans ces villages CAN-là pour suivre ces matchs? Est-ce qu'on est tétanisé par les résultats de l'équipe qui va donc jouer? Quel est le sentiment qui, justement, s'empare de ces téléspectateurs ou de ces supporters-là avant match? Comme tout supporter, que vous soyez dans le stade ou en dehors du stade, il y a toujours cette petite pression. Mais concernant les villages CAN, ceux qui ont le plus la pression, ce sont les gérants de ces villages CAN. Expliquez-nous. On les a rencontrés. Ils nous ont dit ouvertement que les comptes performances de la Côte d'Ivoire, après la défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, ils avaient peur pour leur commerce. Parce que si la Côte d'Ivoire tombait, les Ivoiriens n'allaient plus se déplacer vers les villages CAN. Dieu merci, nous sommes qualifiés pour les 8e de finale. Ils ont eu à réagir, dire qu'ils sont contents. Ils espèrent que la Côte d'Ivoire arrivera le plus loin possible afin que leur activité puisse fonctionner comme ils le souhaitent. Et fort heureusement, nous avons pu donc arracher notre ticket de qualification. Le découragement n'est pas ivoirien, madame, monsieur. Cette phrase, vous l'avez certainement entendue des centaines de fois. Et bien, mercredi dernier, dans la soirée, elle a encore pris tout son sens avec cette victoire du Maroc face à la Zambie. Une victoire qui a qualifié d'office la Côte d'Ivoire pour les 8e de finale. Et tandis que le match se jouait sur le terrain, sur les réseaux sociaux, dans l'attente du verdict final, on a également soufflé du chaud et du froid. La Côte d'Ivoire qualifiée, les publications se multiplient pour traduire le bonheur des supporters ivoiriens. Khalid Diomandé. La déception des Ivoiriens n'aura duré que quelques jours. L'espoir renaît, les publications s'enchaînent sur les réseaux sociaux, les internautes débordent de créativité depuis la victoire du Maroc, qui offre à la Côte d'Ivoire l'accès aux 8e de finale de la CAN. On a fait exprès de ne pas gagner depuis parce qu'on voulait voir de cette CAN-là qui étaient nos vrais frères. On a vu que ce sont les Marocains. On doit faire un pot même au nom des Marocains. On doit donner un pot, Papa Ado, aux Marocains cadeaux. Les Marocains, ce que vous avez fait pour nous, choukran. De la définition du Maroc, mouvement africain pour la résurrection de la Côte d'Ivoire. Dans un style empreint d'humour et de gaieté, les créateurs de contenu sur la toile témoignent leur reconnaissance aux lions de l'Atlas qui auront porté le combat de l'équipe de Côte d'Ivoire au bord du précipice. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs-là. Les chansons du royaume chérifien sont même devenues les sonorités préférées des Ivoiriens. Dans cette ferveur populaire, les supporters ivoiriens ne manquent pas de faire un clin d'œil à leurs voisins du Cameroun. Les Camerounais là, on est qualifiés. Ah là, on va crier maintenant. Ça bouge pas. C'est 225 Côte d'Ivoire. Belelé, belelou, belelou, yeah, yeah, yeah.
En attendant la rencontre contre le Sénégal ce lundi 29 janvier, les Ivoiriens continuent de tenir la sphère digitale en haleine à travers des publications comiques. Dans cet élément de Khalid Diomandé, on le voit, les supporters ivoiriens qui expriment leur joie avec beaucoup d'ironie. Est-ce que c'était prévisible, une telle réaction de leur part? Plus ou moins. Lorsqu'on sait la rivalité saine entre Ivoiriens et Camerounais, on avait déjà été vanné par les Camerounais, donc on avait peur. Et quand on regarde la configuration du match juste avant celui du Maroc, le match du Mali, on espérait une victoire du Mali, match nul, bon. C'était juste le Maroc, il fallait juste une victoire du Maroc. Moi, j'ai été dans une fan zone suivre le match. Je peux vous dire que c'était la folie juste après la victoire du Maroc. Les Ivoiriens ont savouré cette victoire. Folie totale donc après la qualification. Merci à vous, Blé Boris Odilon. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction de RTI 1. Merci d'avoir été avec nous et partagé ces minutes précieuses au cours desquelles nous avons bien essayé de passer en revue l'esprit justement de convivialité, de fraternité qui a prévalu et qui prévaut depuis l'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. Place à présent l'actualité internationale avec le conflit israélo-palestinien. La ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, est toujours bombardée sans relâche par l'armée israélienne. L'armée israélienne qui considère que c'est dans cette ville que se cache la direction locale du Hamas. Notons que la Cour internationale de justice doit rendre ce vendredi sa décision sur des mesures urgentes pour protéger les Palestiniens de Gaza. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur cet hymne qui célèbre la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.